Chapitre 19, vidéo numéro 10, application du théorème des accroissements finis à l'étude des variations d'une fonction. J'ai besoin pour ce faire d'introduire une nouvelle notation, la notation i rond, qui désignera le même intervalle que i, en tout cas l'intervalle ayant les mêmes bornes, mais cette fois ouverte. C'est-à-dire, par exemple, si i est égal à l'intervalle 0, 1, je prends l'intervalle qui a les mêmes bornes, 0 et 1, mais je les ouvre toutes les deux. La borne 0 était déjà ouverte, donc je la laisse ouverte. La borne 1 était fermée, donc je l'ai ouverte. Si par exemple i est égal à r, il s'avère que les deux bornes sont ouvertes, donc i rond est exactement le même intervalle. Donc si c'est ouvert, on laisse ouvert, si c'est fermé, on ouvre. L'intervalle i rond sera appelé l'intérieur de i. Théorème 5, soit f une fonction continue sur i est dérivable sur i rond. F est croissante sur i équivaut à pour tout x dans l'intérieur de i, f' positif, f décroissante si et seulement si pour tout x dans i rond, f' négatif, f constant si et seulement si pour tout x dans i rond, f' nul. J'attire votre attention sur le fait que les hypothèses sont similaires à celles du théorème des accroissements finis ou à celles de l'inégalité des accroissements finis, où dans ces deux théorèmes, i était un segment, l'intervalle AB fermé, et on avait bien comme hypothèse la continuité sur l'intervalle fermé, enfin sur le segment AB, est dérivable sur l'intervalle ouvert AB. Et donc ici, si i était égal au segment AB, i rond serait bien égal à l'intervalle ouvert AB. J'attire aussi votre attention sur le fait qu'on a déjà démontré ces inégalités de la gauche vers la droite. Il suffit juste donc de démontrer la réciproque de la droite vers la gauche. C'est ce qu'on va faire ici, mais je vous fais remarquer aussi que le point 2, il découle du point 1 en appliquant plutôt le point 1 à la fonction moins f, et le point 3 découle directement des points 1 et 2, puisque évidemment constant équivaut à croissant et décroissant. Donc il suffit de démontrer le point 1 et plus particulièrement le sens de la droite vers la gauche. Donc je suppose que pour tout x dans i rond, la dérivée est positive. Je cherche à démontrer que f est croissante. Donc je prends deux points a et b tels que a soit strictement plus petit que b, et je cherche à démontrer que f de a est inférieur ou égal à f de b. Vous avez bien remarqué que j'ai pris a strictement plus petit que b, alors que dans la définition de la monotonie, de la croissance, ou de la décroissance, peu importe, on a plutôt l'habitude de prendre a inférieur ou égal à b. Vous conviendrez que ça ne change rien, puisque si a et b sont égaux, j'ai forcément f de a qui est égal à f de b, donc cette inégalité sera vérifiée. Alors pourquoi j'ai pris a strictement plus petit que b? C'est pour avoir un segment ici qui ne soit pas réduit à un point, pour pouvoir effectivement appliquer le théorème des accroissements finis. Donc on y va. Pourquoi f vérifie-t-elle les conditions, les hypothèses du théorème des accroissements finis? Parce que le segment AB il est bien inclus dans I, A et B étant deux éléments de I. Du coup, f étant continue sur I, elle est continue sur le segment. Et évidemment, si j'ouvre les deux intervalles, l'inclusion restera vraie. Donc AB est contenu dans l'intérieur de I. Et comme f est dérivable sur l'intérieur de I, f est dérivable sur l'ouvert AB. Du coup, on peut bien appliquer le théorème des accroissements finis, et on obtient l'existence d'un réel C dans l'ouvert AB, tel que f de b moins f de a soit égal à f' de c fois b moins a. Or, évidemment, b moins a est positif, on avait ici que a était plus petit que b, et f' de c est automatiquement positif, puisque c'est bien notre hypothèse que la dérivée est positive pour tout élément de l'intérieur de I. Et C, il appartient bien à l'intervalle ouvert AB, et l'intervalle ouvert AB est bien inclus dans l'intérieur de I. Du coup, ici, se produit les deux quantités f' de C et b-a sont tous les deux positifs, donc le produit est positif, donc f de b est bien plus grand que f de a. On a démontré la croissance de la fonction f. Remarque importante, plus exactement deux remarques, le fait de ne pas négliger l'hypothèse de continuité. Ici, vous voyez bien que j'aurais bien une fonction qui serait dérivable sur l'intervalle ouvert, pour lequel la dérivée d'ailleurs serait nulle sur tout l'intervalle ouvert, et je ne peux évidemment pas en déduire que la fonction est constante sur i. Donc là, vous voyez bien que j'ai mis précisément le point 3 en défaut. Le problème étant que cette fonction n'est évidemment pas continue, donc il ne faut pas négliger la continuité sur l'intervalle i. La seule dérivabilité sur i rond ne suffit pas. Évidemment, vous ne vous trompez pas, la dérivabilité implique la continuité, mais la dérivabilité sur i rond
implique seulement du coup la continuité sur i rond, pas la continuité sur i en entier. Ensuite, on a déjà vu que l'hypothèse i est un intervalle, je vous le répète depuis le début de l'année, i est un intervalle est une hypothèse cruciale. En effet, par exemple, ce théorème est faux si i n'est pas un intervalle. L'exemple, c'est toujours le même, la fonction inverse, qui est définie seulement sur r étoile. R étoile n'est évidemment pas un intervalle. La dérivée sur r étoile, c'est moins 1 sur x carré, elle est tout le temps négative, pourtant on ne peut pas en déduire que la fonction est décroissante sur r étoile, puisque par exemple f de moins 1 est plus grand que f de 1, et si la fonction avait été décroissante, on aurait forcément que f de moins 1 devrait être inférieur ou égal, devrait être supérieur ou égal à f de 1, ce qui n'est pas le cas. Deux corollaires à cette proposition, soit f et g de fonctions continues sur l'intervalle i, dérivables sur i rond, ce sont les mêmes hypothèses, telles que les dérivées sur i rond soient égales, alors on en déduit que f est égal à g plus une constante, puisqu'effectivement, la fonction f moins g, on peut appliquer la proposition précédente à la fonction f moins g, sa dérivée est nulle, donc la fonction f moins g est constante. On en déduit quoi? On en déduit que si grand f est une primitive de petit f sur intervalle i, alors l'ensemble des primitives de petit f, c'est l'ensemble des fonctions de la forme grand f plus une constante. Là aussi, j'attire votre attention sur le fait qu'on soit sur un intervalle. Ce théorème est faux si i n'est pas un intervalle. Théorème 6, théorème important, qui nous donne une condition nécessaire et suffisante sur la stricte croissance de ma fonction, soit f une fonction continue sur i dérivable sur i rond. Je suppose de plus que la dérivée soit positive sur i rond, ça c'est bien équivalent, on vient de le dire, au fait que la fonction soit croissante, donc ça je le prends pour hypothèse. Là, le théorème 6 dit que f est strictement croissante sur i, si et seulement si il n'existe aucun intervalle inclus dans i rond, contenant au moins 2 points, sur lequel f' soit constante égale à 0. Donc on va démontrer ça par double équivalence. La démonstration va peut-être vous aider à comprendre ce que signifie le théorème. Donc on va démontrer plus précisément que f n'est pas strictement croissante sur i, si et seulement si il existe au moins un intervalle inclus dans i rond, contenant au moins 2 points, sur lequel f' soit constante égale à 0. On commence par le sens de la droite vers la gauche qui est le plus facile. On suppose qu'il existe au moins un intervalle j inclus dans i rond. J, je suppose qu'il contient au moins 2 points, sur lequel la fonction f' soit constante égale à 0. Dans ce cas-là, par exemple la proposition 6 permet de conclure que f est constante sur j. Oui, la dérivée sur j est constante égale à 0, donc la fonction est constante sur j. Donc si la fonction est constante sur j, elle ne peut pas, j étant inclus dans i rond, j est en particulier inclus dans i, f ne peut pas être strictement croissante sur i puisqu'elle est constante sur tout j. La réciproque, je suppose que f n'est pas strictement croissante et je cherche à exhiber un intervalle contenu dans i rond sur lequel la dérivée soit constante égale à 0. Évidemment, si f n'est pas strictement croissante, ça veut dire quoi? Donc je vous répète, la stricte croissance, ça voudrait dire que a strictement plus petit que b implique f de a strictement plus petit que f de b pour tout a et pour tout b. Donc la négation, c'est bien il existe a et b, tel que a soit strictement plus petit que b, et f de a soit supérieur ou égal à f de b. On est bien d'accord que la négation de p implique q, c'est p et non q. Or, f est croissante sur i. Donc, comme a est plus petit que b, f de a est plus petit que f de b. Donc, f de a et f de b, forcément, ils sont égaux puisqu'ils sont rangés dans cet ordre et dans celui-ci. Donc, ils sont égaux par antisymétrie de l'inégalité. Donc, on en déduit que f de a est égal à f de b. Mais la fonction f est croissante. On obtient alors que sur l'intervalle AB, la fonction est constante. Vous comprenez bien, f de a est égal à f de b, mais la fonction est croissante. Donc la seule manière pour avoir une fonction croissante qui vérifie f de a est égal à f de b, c'est évidemment qu'elle soit constante entre a et b. Du coup, si elle est constante sur a et sur l'intervalle AB, le théorème précédent nous dit que dire que la fonction est constante sur l'intervalle, c'est équivalent à dire que la dérivée est nulle sur l'intérieur de l'intervalle. Donc c'est équivalent à dire que f' est nul sur AB, et on a bien que l'intervalle ouvert AB est inclus dans i rond. Donc voilà, j'ai bien exhibé un intervalle AB qui est bien inclus dans l'intérieur de i, sur lequel la dérivée est nulle.